Voici une question que personne au département de la guerre des États-Unis ne voulait entendre en 1940. Vous avez conçu un char de 30 tonnes. Vous avez conçu une tourelle qui pivote à 360 degrés. Vous avez conçu une suspension capable de traverser un champ labouré à 30 km par heure. Vous avez des plaques de blindage. Vous avez un canon de 75 mm. Vous avez des mitrailleuses. Vous avez des radios. Vous avez des sièges pour un équipage de 5 hommes. Vous avez tout ce qu'un char moyen moderne exige, sauf une chose sans laquelle tout cela est inutile. Vous n'avez pas de moteur, pas un manque abstrait, pas une pénurie théorique. Vous n'avez aucun moteur qui existe en production dans les quantités requises, avec la puissance, le couple, la fiabilité et les dimensions physiques nécessaires pour tenir à l'intérieur de la coque du char que vous avez conçu. Vous avez un pays qui construit plus d'automobiles que le reste du monde réuni, qui produit des millions de moteurs à combustion interne chaque année, qui emploie des centaines de milliers d'ingénieurs, de machinistes et d'outilleurs dans des usines s'étendant de Détroit à Los Angeles. Et pas une seule de ces usines n'a jamais construit un moteur de char, parce que les États-Unis n'ont jamais eu besoin d'un moteur de char. Les États-Unis en 1940 ont à peine des chars. C'est la partie de l'histoire qui embarrasse les gens, alors ils l'omettent. En 1940, l'armée des États-Unis possédait moins de 400 chars. La plupart étaient obsolètes. L'armée française, qui serait détruite en 6 semaines ce printemps-là, avait plus de chars que l'Amérique. L'armée polonaise, qui avait été anéantie en septembre précédent, avait déployé plus de véhicules blindés modernes que tout l'inventaire américain. L'Allemagne avait plus de 2000 chars dans ses divisions blindées. La Grande-Bretagne produisait des chars à un rythme accéléré malgré les bombardements. Même l'Italie avait plus de chars que les États-Unis. La raison était simple et déprimante. Le Congrès n'avait pas financé le développement des chars. L'armée en temps de paix avait été privée de fonds pendant 2 décennies. Entre les guerres, le budget de l'armée pour les véhicules blindés était si faible que les commandants devaient choisir entre acheter des chars et acheter des munitions pour s'entraîner avec les chars qu'ils avaient déjà. Ils ont choisi les munitions. Quand ils avaient besoin de pratiquer des tactiques blindées, ils utilisaient parfois des camions avec des panneaux en carton portant l'inscription « char » collés sur leur côté. La branche de cavalerie, qui aurait dû développer la doctrine blindée, avait l'interdiction légale d'opérer des chars parce que les chars étaient assignés à l'infanterie. La loi de défense nationale de 1920 avait explicitement placé les chars sous le contrôle de l'infanterie et l'inertie bureaucratique de cette décision persista pendant 20 ans. Le résultat fut que lorsque l'Allemagne démontra en Pologne et en France ce qu'une force blindée moderne pouvait accomplir, les États-Unis n'avaient de presque rien pour répondre. Pas de chars, pas d'usine de chars, pas de moteur de chars, pas d'équipage de chars et aucune expérience institutionnelle dans aucun de ces domaines. Les moteurs de chars qui existaient dans l'armée américaine étaient des moteurs d'avion. Plus précisément, le Wright Air 975 Whirlwind, un moteur radial à 9 cylindres refroidi par air conçu à l'origine pour des biplans à la fin des années 1920. Il était compact et raisonnablement puissant avec 350 chevaux. Il fonctionnait à l'essence, aviation, à indice d'octane élevé. Continental Motors à Détroit détenait la licence pour le construire pour les véhicules terrestres militaires, et ils en produiraient finalement plus de 53 000. Le Air 975 n'était pas un mauvais moteur, mais ce n'était pas un moteur de char. C'était un moteur d'avion enfoncé dans une boîte en acier et à qui l'on demandait d'effectuer un travail pour lequel il n'avait jamais été conçu. Les problèmes étaient fondamentaux. Le Air 975 était refroidi par air, idéal dans un avion où le souffle de l'hélice et la vitesse avant fournissaient un flux d'air constant sur les ailettes des cylindres, mais problématique dans un char où le moteur se trouvait dans un compartiment fermé derrière l'équipage. Un ventilateur massif et un carénage devaient être fixés pour forcer l'air sur les cylindres. Le moteur était large et haut à cause de sa configuration radiale, 9 cylindres disposés en cercle comme les pétales d'une fleur, ce qui dictait la taille de toute la coque arrière. Il manquait de puissance pour le poids du char et devait être tourné à haut régime pour déplacer le véhicule, ce qui le rendait bruyant et augmentait l'usure. Il brûlait de l'essence, volatile et inflammable, une caractéristique qui vaudra plus tard au char Sherman le sinistre surnom de Ronson chez certaines troupes, d'après le briquet dont le slogan publicitaire était « S'allume du premier coup à chaque fois ».
Et surtout, chaque R975 qui entrait dans un char était un R975 qui n'allait pas dans un avion. Et en 1940 et 1941, alors que l'armée de l'air s'expandait à un rythme désespéré, la concurrence pour les moteurs d'avion était féroce. Le département de la guerre comprenait le problème. Ils avaient besoin de moteurs alternatifs. Ils en avaient besoin immédiatement et ils se tournèrent vers la seule industrie en Amérique qui possédait le talent d'ingénierie, la capacité de fabrication et la connaissance institutionnelle des moteurs à combustion interne pour les produire à l'échelle que la guerre exigerait. Ils se tournèrent vers Détroit. La réponse de l'industrie automobile américaine fut extraordinaire, improvisée et parfois insensée. Chaque fabricant aborda le problème différemment et chaque solution révéla quelque chose de la personnalité de l'entreprise qui la produisit. Chrysler, dont les ingénieurs n'avaient jamais conçu de moteur militaire, examina les besoins en puissance et les composants dont il disposait et arriva à une solution qui frôle le surréalisme. Ils prirent 5 moteurs automobiles 6 cylindres à plat, le genre qui propulsait les Dodge et Plymouth sur les autoroutes américaines, les disposèrent en forme de rayons autour d'un carter central, comme les pétales d'une fleur industrielle, et les boulonnèrent ensemble en une monstruosité à 30 cylindres appelé le Multibank A57. 30 cylindres, 5 moteurs séparés, 5 systèmes d'allumage, 5 jeux de bougies, 5 carburateurs, 5 circuits de refroidissement. Il produisait 370 chevaux, pesait plus que tout ingénieur sain d'esprit n'aurait accepté, et nécessitait des mécaniciens capables de réparer essentiellement 5 moteurs automobiles simultanément dans l'espace confiné du compartiment moteur d'un char. L'armée américaine le testa et ne voulut pas l'utiliser, même pour l'entraînement. Ce ne fut que la volonté des Britanniques d'accepter le M4A4 équipé de l'A57 via le pré-bail qui maintint le Multibank en production. Les Britanniques, désespérés d'obtenir des chars de quelque type que ce soit, reçurent plus de 7000 M4A4 et les déclarèrent à la surprise générale fiables en service. Ford adopta une approche différente. Ils avaient développé un moteur d'avion V12 en aluminium de 27 litres avant la guerre, et leurs ingénieurs réalisèrent que s'ils coupaient 4 cylindres de cette conception, le V8 résultant pourrait produire la puissance et le couple requis pour un char, tout en tenant dans les dimensions de la coque du Sherman. Le Ford GAA avait une cylindrée de 18 litres, un chiffre stupéfiant qui éclipsait tout moteur automobile de l'époque. Il produisait 450 chevaux à l'essence et délivrait sa puissance de manière souple et fiable. Après quelques problèmes de jeunesse résolus, le GAA devint le moteur de char préféré de l'armée et le M4A3 Sherman qui le portait fut désigné modèle standard pour l'usage de l'armée américaine. Mais le GAA était une solution conçue sur mesure qui prit du temps à développer et à mettre au point, et il n'était pas disponible en quantité pendant les premières années critiques de la guerre, quand des Sherman étaient nécessaires par milliers. Et General Motors fit quelque chose qui, à première vue, semblait être la pire idée de toutes. Ils prirent 2 moteurs d'autobus et les boulonnèrent ensemble. Ce moteur s'appelait le GM6046. C'était, au sens le plus littéral, 2 moteurs diesel 6 cylindres en ligne General Motors 6-71, placés côte à côte en configuration en U, chacun avec son propre vilebrequin connecté via des embrayages séparés à un arbre de sortie commun qui alimentait la transmission du char. Ce n'était pas un V12, ce n'était pas une reconception. C'étaient 2 moteurs complets, chacun pleinement fonctionnel par lui-même, couplé mécaniquement et installé dans le compartiment moteur d'un char moyen. Il avait une cylindrée de 14 litres. Il pesait 2300 kg à sec. Il produisait 375 chevaux nets et 1350 Nm de couple. Et il propulserait le M4A2 Sherman, l'une des variantes de chars les plus produites et distribuées de la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre pourquoi quelqu'un construirait un moteur de cette façon, il faut comprendre le 671 diesel et l'homme dont l'obsession le créa. Cet homme était Charles Franklin Kettering et son histoire recoupe celle du GM 6046 des décennies avant que le premier Sherman ne sorte de la chaîne de montage. Kettering est né en 1876 dans une ferme de Loudonville dans l'Ohio.
Il fut, à tous égards, l'un des inventeurs les plus prolifiques et les plus marquants de l'histoire industrielle américaine. Il inventa le démarreur électrique pour automobile, éliminant la manivelle qui avait brisé des poignets et tué des gens. Il développa le système d'allumage par bobine qui rendit les moteurs à essence modernes pratiques. Il cofonda Delco, qui devint la division électrique de General Motors. Il développa l'essence au plomb qui résolut le problème du cognement du moteur et augmenta considérablement la puissance, bien que les conséquences sanitaires à long terme aient tenté son héritage. Il développa le fréon, le réfrigérant qui rendit la climatisation moderne possible. Et il était obsédé par les moteurs diesel. L'intérêt de Kettering pour les diesels commença vers 1913, lorsqu'il expérimenta pour la première fois des moteurs à allumage par compression pour des groupes électrogènes. En 1928, il avait acheté un yacht à moteur diesel spécifiquement pour pouvoir passer du temps dans la salle des machines à étudier et bricoler les moteurs. Alfred Sloan, le président de General Motors, écrivit plus tard qu'en matière de moteurs diesel chez GM, Charles Kettering est presque toute l'histoire. Les laboratoires de recherche GM testaient des conceptions de diesel depuis 1921, mais ce fut Kettering qui poussa sans relâche pour un nouveau type de diesel, un moteur plus léger, plus compact et plus puissant que les énormes moteurs industriels à rotation lente qui caractérisaient la technologie à l'époque. La percée fut le cycle à 2 temps. La plupart des moteurs diesel, alors comme aujourd'hui, fonctionnaient sur un cycle à 4 temps. Admission, compression, combustion, échappement. 4 temps de piston pour un temps moteur. Kettering et ses ingénieurs, travaillant avec la division recherche puis avec des ingénieurs de la société Winton que GM avait acquise en 1930, développèrent un diesel à 2 temps qui produisait un temps moteur à chaque révolution du vilebrequin plutôt qu'à chaque 2 révolutions. Cela signifiait que, cylindre pour cylindre, le moteur pouvait théoriquement produire près du double de la puissance d'un 4 temps comparable. En pratique, les gains étaient un peu moins du double, mais ils étaient substantiels. Un moteur relativement petit et léger pouvait produire des puissances qui, auparavant, nécessitaient une machine beaucoup plus grande et plus lourde. Le résultat fut le Detroit Diesel Series 71, et le produit phare était le 671. 6 cylindres en ligne, 71 pouces cubes par cylindre, alésage de 4,25 pouces, course de 5 pouces, cylindrée totale de 7 litres. Il utilisait un compresseur de type Roots, non pas pour la suralimentation au sens traditionnel, mais parce qu'un diesel à 2 temps ne peut pas s'aspirer naturellement comme un 4 temps. Dans un moteur à 4 temps, le temps d'admission descendant du piston crée un vide qui aspire de l'air frais dans le cylindre. Un 2 temps n'a pas de temps d'admission dédié. La charge d'air frais doit être forcée dans le cylindre par des moyens externes. Le compresseur Roots, une paire de rotors engrenés entraînés par des pignons du vilebrequin, fournissait cette alimentation d'air forcé. Il pressurisait l'air légèrement au-dessus de la pression atmosphérique et le poussait à travers des passages dans le bloc moteur vers des lumières usinées dans les parois des cylindres. Lorsque le piston descendait devant ces lumières, l'air sous pression se précipitait, balayant les gaz de combustion brûlés qui sortaient simultanément par des soupapes conventionnelles dans la culasse. Les soupapes d'échappement, poussées par des tiges et des culbuteurs entraînés par un arbre à cames à engrenage, permettaient au gaz chaud de s'échapper vers le haut tandis que l'air frais entrait par les côtés. C'était un système élégant, simple dans son concept, mais nécessitant un timing précis de l'ouverture des lumières, de l'ouverture des soupapes et de l'injection de carburant pour fonctionner efficacement. Le système d'injection était de type unitaire, un injecteur par cylindre, le carburant étant pressurisé uniquement à l'intérieur du corps de l'injecteur lui-même, éliminant les conduites de carburant haute pression complexes qui allaient d'une pompe d'injection centrale aux cylindres individuels dans d'autres conceptions diesel. Ces conduites haute pression étaient un casse-tête d'entretien constant dans d'autres moteurs sujettes à la fissuration, aux fuites et à la fatigue due au cycle de pression pulsée. Les injecteurs unitaires du 671 fournissaient le carburant avec précision et éliminaient tout un système de panne potentielle. Le moteur était ce que GM appelait symétrique, ce qui signifie que le compresseur, le collecteur d'échappement, le démarreur,
La pompe à eau et les accessoires pouvaient être montés de chaque côté du bloc pour s'adapter à différentes installations, une caractéristique qui s'avérerait inestimable lorsque le moteur fut adapté à des dizaines d'applications militaires et civiles différentes. Le 671 entra en production en janvier 1938 lorsque la nouvelle division Detroit Diesel Engine de General Motors commença la fabrication dans leur usine de Détroit. La première année vit des chiffres modestes. Près de 700 moteurs furent livrés à la division Coach and Truck de GM pour installation dans des autobus de ville. Et la Grey Marine Motor Company commença à produire des versions marinées pour usage commercial sur bateau. Réglé pour le service commercial d'autobus, le moteur produisait 165 chevaux à un régime régulé conçu pour les cycles d'arrêt et de démarrage des transports urbains. En configuration militaire, avec le régulateur ajusté et le compresseur réglé pour une puissance plus élevée, il produisait 225 chevaux. Ce n'était pas un moteur puissant selon les standards des concepteurs de chars qui avaient besoin de 400 chevaux, mais c'était un moteur remarquable selon les standards de la technologie diesel en 1938. Les diesels de cette époque étaient des machines massives, lourdes, à rotation lente, adaptées aux navires et aux centrales électriques. Le 6-71 était compact, relativement léger pour un diesel, étonnamment réactif, et construit avec la philosophie de fabrication de General Motors, ce qui signifiait des pièces interchangeables, des composants standardisés et la capacité de faire passer la production de centaines à dizaines de milliers quand le besoin se ferait sentir. Quand le département de la guerre vint chez General Motors en 1941 et dit « Nous avons besoin d'un moteur de char », les ingénieurs de Détroit Diesel regardèrent les spécifications et regardèrent ce qu'ils avaient. Ils avaient besoin d'un minimum de 375 chevaux. Un seul 671 produisait 225 chevaux en version militaire. Deux d'entre eux produiraient 450 chevaux. Le calcul était évident. L'ingénierie l'était moins, mais entièrement réalisable. Ils placèrent deux moteurs 671 côte à côte, tournant dans la même direction, et accouplèrent leurs arbres de sortie à un boîtier de transfert commun qui entraînait un seul arbre de transmission vers la boîte de vitesse du char. Chaque moteur conservait son propre vilebrequin, son propre compresseur, son propre système de refroidissement, ses propres injecteurs et son propre embrayage. Les deux moteurs étaient embrayables séparément, ce qui signifiait que si un moteur était endommagé au combat, l'équipage pouvait le débrayer et rentrer sur le moteur survivant à puissance réduite. Ce n'était pas un avantage théorique. Les équipages de chars sur le terrain rapportèrent avoir utilisé le fonctionnement sur un seul moteur pour atteindre les dépôts de réparation après avoir subi des coups qui auraient immobilisé un char monomoteur. Le GM 6046 fut d'abord utilisé dans les variantes M3A3 et M3A5 du char moyen, M3 Lee, puis adapté pour le M4A2 Sherman. Le prototype M4A2 était prêt pour les tests en avril 1942, le même mois que Fisher Body Tank Arsenal et Pullman Standard Car Company commencèrent de la production. Lors des essais, le M4A2 surpassa à la fois le M4 Standard et le M4A, un équipé du R975. Les caractéristiques de couple du moteur diesel étaient supérieures à bas régime, donnant au char un meilleur contrôle lors des manœuvres à vitesse lente, des montées de côte et du type de mouvement tactique délibéré qui caractérise le combat réel plutôt que les marches routières à grande vitesse. L'expérience antérieure avec l'installation diesel dans les M3A3 et M3A5 permit de monter rapidement en production. Un total de 10 968 M4A2 Sherman furent construits dans 6 usines entre avril 1942 et juillet 1945. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant que les concepteurs du GM 6046 n'avaient pu prédire. L'armée américaine n'en voulait pas. La décision fut prise par le lieutenant-général Jacob L. Devers, chef de la force blindée de l'armée. Devers ordonna qu'aucun char Sherman à moteur diesel ne soit utilisé par l'armée en dehors des États-Unis continentaux. Le raisonnement était logistique. L'armée fonctionnait à l'essence, ses camions fonctionnaient à l'essence, ses jeeps fonctionnaient à l'essence, ses semi-chenillés, voitures blindées et canons automoteurs fonctionnaient à l'essence.
La chaîne d'approvisionnement était construite autour de l'essence. Ajouter du carburant diesel à la chaîne d'approvisionnement créerait un second besoin en carburant, compliquant un système logistique déjà d'une complexité stupéfiante qui devait livrer des millions de gallons de carburant à travers océans et continents à des véhicules combattant sur de multiples fronts simultanément. L'armée n'était pas disposée à accepter cette complication. Le M4A2 fut relégué à l'entraînement aux États-Unis. L'armée combattrait avec les Sherman à essence, R975 initialement, puis plus tard avec le M4A3 équipé du Ford GAA qui devint le modèle préféré fin 1944. Cette décision aurait été une condamnation à mort pour le GM 6046 si les États-Unis avaient combattu seuls. Mais les États-Unis ne combattaient pas seuls, ils approvisionnaient la moitié du monde. Le M4A2 devint la principale variante de Sherman, allouée au programme de pré-bail, et la nation qui le voulait le plus était l'Union soviétique. L'armée rouge fonctionnait au diesel. Le T-34, l'épine dorsale des forces blindées soviétiques, était propulsée par le moteur diesel C2. La logistique soviétique était construite autour du carburant diesel. Les mécaniciens soviétiques comprenaient la maintenance diesel. Un char à essence leur était inutile, non à cause d'une quelconque déficience du véhicule, mais parce qu'il nécessitait un carburant que le système d'approvisionnement soviétique ne stockait pas dans les quantités nécessaires pour maintenir une formation blindée au combat. Quand les premiers chars M3 Lee arrivèrent en Union soviétique, fonctionnant à l'essence, les soviétiques les utilisèrent, mais se plaignirent amèrement de l'incompatibilité du carburant. Quand on leur offrit le M4A2 avec son diesel GM 6046, ils l'adoptèrent. Le commandant des forces blindées soviétiques demanda spécifiquement que toutes les futures livraisons soient des M4A2 Sherman. Pas de chars à essence, seulement du diesel. Les États-Unis expédièrent 4102 M4A2 Sherman en Union soviétique entre 1943 et 1945. Parmi ceux-ci, 2007 portaient le canon original de 75 mm et 295 montaient le canon de 76 mm plus puissant. Ils voyagèrent par deux routes. Les convois arctiques les transportèrent à travers la mer de Norvège jusqu'au port de Mourmansk et d'Arkhangelsk, traversant un chapelet de sous-marins, d'avions et de raiders de surface allemands. La route du Pacifique les transporta de la côte ouest américaine à travers le détroit de Bering jusqu'à Vladivostok. Un voyage plus long, mais plus sûr, après 1943. Tous n'arrivèrent pas. Certains allèrent au fond de l'océan Arctique, torpillés dans l'eau froide, leur moteur GM 6046 s'emplissant d'eau et se bloquant dans l'obscurité. Les Soviétiques appelaient le Sherman M-Cha, une translittération phonétique de la prononciation russe de M4, M-Chetir. Ils donnèrent le M4A2 à leurs meilleures unités. Les formations de la garde, l'élite de l'armée rouge, les unités qui avaient gagné leur désignation par un héroïsme extrême et une importance stratégique furent préférentiellement équipés de Sherman. Le 1er corps mécanisé de la garde, le 3e corps mécanisé de la garde, le 9e corps mécanisé de la garde, la 6e armée de chars de la garde. Ce n'étaient pas des formations de seconde ligne recevant du matériel de rebut. C'étaient des unités de pointe, la pointe de l'offensive soviétique qui allait pousser de Koursk à Berlin. La décision de leur donner des Sherman plutôt que des T-34 était délibérée et révélatrice, reflétant un calcul de champ de bataille. Et les soldats eux-mêmes comprenaient. Les équipages de chars soviétiques qui opérèrent le M4A2 laissèrent des témoignages qui, lus aujourd'hui, semblent presque affectueux. Ils appréciaient des caractéristiques spécifiques que le T-34, pour toute sa robustesse légendaire, n'offrait pas. Le Sherman était plus silencieux. Ses chenilles caoutchoutées produisaient moins de bruit sur sol dur que les chenilles tout acier du T-34 qui cliquetaient et claquaient à chaque mètre de mouvement, annonçant l'approche d'une colonne blindée à 1 kilomètre. Le GM 6046, étant un diesel, était plus silencieux qu'un moteur à essence à puissance équivalente et la capacité de débrayer un moteur et de fonctionner sur un seul à basse puissance rendait le char presque silencieux lors des marches d'approche nocturne.
Les commandants soviétiques utilisèrent cette caractéristique tactiquement, infiltrant des formations équipées de Sherman à travers les lignes allemandes à la faveur de l'obscurité, leur approche masquée par le grondement silencieux d'un seul 6 à un tournant au ralenti. Le Sherman avait de meilleurs viseurs, donnant aux tireurs une meilleure optique pour l'acquisition de cibles à des distances où les viseurs plus frustes du T-34 perdaient en netteté. Il avait un équipement radio plus avancé, un avantage critique dans les opérations interarmes rapides qui caractérisaient la doctrine de la bataille profonde de l'armée soviétique de la fin de la guerre. Il avait un groupe auxiliaire de puissance qui pouvait charger les batteries sans faire tourner le moteur principal, une fonction que le T-34 n'avait pas, ce qui signifie que les équipages de T-34 devaient faire tourner leur moteur principal au ralenti chaque fois qu'ils avaient besoin d'énergie électrique pour la radio ou le moteur de rotation de la tourelle, consommant du carburant et révélant leur position par le bruit du moteur et les gaz d'échappement. Et le Sherman était, selon de multiples témoignages soviétiques, plus fiable et plus facile à entretenir que le T-34. Une affirmation qui surprendrait les historiens occidentaux ayant absorbé le récit d'après-guerre selon lequel les chars soviétiques étaient frustes mais indestructibles. La vérité était plus nuancée. Le T-34 était un magnifique design produit dans des conditions de hâte si désespérées que le contrôle qualité était incohérent. Le Sherman était un design moins révolutionnaire produit avec la précision de fabrication américaine. Et en termes de fiabilité quotidienne, le produit américain était souvent supérieur. Les Soviétiques rejetèrent les alternatives. Quand on leur offrit le M4A4 avec son moteur multibank Chrysler à 57 pour évaluation, ils le testèrent sur les terrains d'essai, reçurent des instructions sur ses besoins d'entretien et le déclarèrent trop compliqué. 5 moteurs automobiles assemblés signifiaient 5 fois l'entretien, 5 fois les points de défaillance potentiels, 5 fois le nombre de composants pouvant tomber en panne dans l'hiver russe quand le métal devenait cassant et les lubrifiants s'épaississaient. Ils voulaient le GM 6046 et rien d'autre. 2 moteurs diesel, ils comprenaient. 5 moteurs à essence, ils ne leur faisaient pas confiance. Les M4A2 Sherman de la 6e armée de chars de la garde combattirent jusqu'à Berlin en avril 1945. Les moteurs GM 6046 qui avaient été conçus pour des autobus urbains américains propulsaient maintenant des mastodontes d'acier à travers les décombres de la capitale du Troisième Reich. La photographie d'un Sherman avec une étoile rouge soviétique peinte sur la tourelle, garée devant le Reichstag, est une image qui capture l'internationalisme absurde de l'effort de guerre industriel américain. Un moteur conçu par Charles Kettering à Détroit, construit à partir de 2 moteurs d'autobus boulonnés ensemble dans une usine du Michigan. Installé dans un char construit par Fisher Body, expédié à travers l'océan Pacifique jusqu'à Vladivostok. Conduit à travers la Sibérie sur des wagons. Et finalement, envoyé au combat par l'armée rouge dans les rues de Berlin. Le moteur ne sut jamais pour quel pays il combattait. Il tournait, c'est tout. L'autre grand utilisateur américain du M4A2 au combat fut le corps des Marines des États-Unis, et la logique était identique à la logique soviétique, bien que la géographie fût différente. Les Marines combattaient dans le Pacifique. Ils arrivaient sur les plages dans des péniches de débarquement. Ces péniches étaient propulsées par des moteurs Detroit diesel 671. Environ 57 000 moteurs 671 individuels furent utilisés sur les péniches de débarquement américaines pendant la guerre, y compris 19 000 sur les célèbres barges Higgins LCVP qui livrèrent les troupes sur les plages de Tarawa, Saipan, Iwo Jima et Okinawa, et 8 000 sur les barges de débarquement mécanisées LCM Mark III. Avoir un char qui brûlait le même carburant que la péniche qui le transportait à la plage simplifiait énormément la logistique. Une division de Marines combattant sur une île du Pacifique n'avait pas le luxe d'une chaîne d'approvisionnement continentale tentaculaire. Elle avait ce qui était sur la plage et ce que la marine pouvait apporter. Si les chars et les bateaux buvaient le même carburant, le problème logistique était réduit de moitié. Les M4A2 des Marines combattirent à Cape Gloucester, à Saipan, à Guam, à Peleliu, à Iwo Jima, à Okinawa.
Sur ces îles volcaniques où l'ennemi combattait depuis des tunnels, des bunkers et des grottes de corail, le Sherman était utilisé comme soutien d'infanterie rapproché, rampant à vitesse de marche pour bombarder les positions japonaises avec son canon de 75 mm et sa mitrailleuse de proue, tandis que l'infanterie s'abritait derrière sa coque et sa tourelle. Le char n'était pas une arme de cavalerie dans le Pacifique, c'était une arme de siège. Il avançait de 10 mètres à la fois, s'arrêtait, tirait, avançait à nouveau. Le moteur tournait au ralenti pendant des heures, rampant en première vitesse sur un terrain qui aurait détruit une transmission moins robuste. Le moteur diesel présentait de multiples avantages pratiques dans ce rôle. L'avantage évident était la logistique. Le carburant diesel a un point d'éclair plus élevé que l'essence. Il ne s'enflamme pas aussi facilement lorsque le char est touché par des tirs ennemis. Un Sherman à essence qui subissait un impact pénétrant d'un canon anti-char pouvait s'enflammer lorsque le carburant se vaporisait et rencontrait le métal chaud du bloc moteur, du collecteur d'échappement ou une étincelle provenant de câblage électrique sectionné. L'équipage avait quelques secondes pour évacuer avant que les munitions ne commencent à exploser. Un Sherman diesel était moins susceptible de brûler. Le carburant ne s'enflammerait pas par une étincelle. Il nécessitait une chaleur soutenue et une atomisation pour brûler. Cette différence n'était pas absolue. Un char diesel pouvait encore brûler si l'impact était suffisamment catastrophique, si le carburant aspergeait une surface assez chaude pour atteindre le point d'inflammation du diesel. Mais la marge de sécurité était réelle, et elle signifiait quelque chose pour 5 jeunes hommes assis à l'intérieur d'une boîte d'acier que des soldats japonais essayaient de détruire avec de l'artillerie, des canons anti-chars, des mines magnétiques attachées à des perches et des charges suicides. Le deuxième avantage était la durabilité. Le diesel 671 à 2 temps était mécaniquement plus simple que toutes les alternatives à essence. Il n'avait pas de système d'allumage, pas de bougie, pas de distributeur, pas de fil d'allumage, pas de carburateur. La combustion diesel est initiée par la seule chaleur de compression. Le carburant est injecté directement dans le cylindre au sommet du temps de compression et l'air comprimé chauffé à plus de 500 degrés Celsius l'enflamme sans aucune assistance électrique. Cela signifiait qu'une catégorie entière de modes de panne qui tourmentèrent les moteurs à essence, bougies encrassées, chapeaux de distributeurs fissurés, bobines d'allumage défaillantes, carburateurs noyés, n'existaient tout simplement pas. Dans l'environnement humide, chargé de sel et de sable d'une île du Pacifique, où chaque équipement était assailli par le climat autant que par l'ennemi, cette simplicité se traduisait directement par la fiabilité. Le troisième avantage était l'économie de carburant. Le cycle diesel est intrinsèquement plus efficace thermiquement que le cycle auto à essence car il fonctionne à un taux de compression plus élevé. Le GM 6046, avec un taux de compression de 16 pour 1 comparé au 5,7 pour 1 du R975, extrayait plus d'énergie utile de chaque gallon de carburant. Cela donnait au M4A2 une autonomie opérationnelle plus longue avec le même volume de carburant. Un avantage significatif sur les îles où le carburant devait être apporté à terre dans des fûts et empilé sur les plages sous le feu ennemi. Le GM 6046 hérita également d'une propriété de son moteur parent qui s'avéra étonnamment utile. L'Union soviétique le copia. Après la guerre, les ingénieurs soviétiques rétroconçurent le Detroit Diesel 671 à partir des exemplaires du pré-bail et produisirent leur propre version, désignée Yaaz 204 pour la variante 4 cylindres et Yaaz 206 pour la variante 6 cylindres. Ces copies soviétiques furent fabriquées à l'usine automobile de Yaroslavl et installées dans des camions lourds qui servirent l'armée et l'économie civile soviétique pendant des décennies. Les camions lourds Kraz qui transportèrent les missiles et l'équipement militaire soviétique pendant la guerre froide étaient, dans leur compartiment moteur, des descendants du moteur d'autobus que l'équipe de Charles Kettering avait développé à Détroit dans les années 1930. Et qu'en est-il du moteur lui-même, le 671, le parent du GM 6046 ? Il devint l'un des moteurs diesel les plus prospères et les plus durables de l'histoire. La production continua de 1938 à 1995, 57 ans de fabrication continue.
Le moteur qui propulsa les chars Sherman et les barges Higgins continua à propulser des remorqueurs, des bateaux de pêche, des équipements de construction, des générateurs, des camions de pompiers, des autobus municipaux, des camions long courriers et des machines industrielles sur tous les continents. Detroit Diesel construisit plus de 5 millions de moteurs depuis 1938. Près d'un demi-million de moteurs Series 71 sont encore en service dans le monde. Le surnom que leur donnaient les gens qui travaillaient avec eux. Le Jimmy hurlant, Screaming Jimmy, dérive du gémissement aigu et distinctif du diesel à 2 temps à grande vitesse, un son que quiconque s'est tenu près d'un remorqueur en activité ou d'un vieux bus Greyhound reconnaîtrait instantanément. Le son est distinctif parce que le cycle à 2 temps produit un temps moteur à chaque révolution plutôt qu'à chaque 2 révolutions, donnant l'impression que le moteur tourne à 2 fois sa vitesse réelle. Un 6 à un tournant à 2000 tours par minute sonne comme un moteur à essence tournant à 4000 tours par minute. C'est un cri mécanique urgent et implacable. Et c'est le son qui porta les chars Sherman à travers les steppes d'Ukraine, les plages du Pacifique et les rues de Berlin. Il y a une ironie enfouie dans l'histoire du GM 6046 qui mérite d'être dite à voix haute. L'armée américaine qui prit la décision concernant les moteurs à utiliser au combat rejeta le diesel. Elle choisit l'essence. Son raisonnement était logique, défendable et probablement correct d'un point de vue purement logistique. La chaîne d'approvisionnement américaine sur le théâtre d'opérations européen était déjà l'opération logistique la plus complexe de l'histoire humaine. Le Red Ball Express seul, le système de convoi de camions qui alimenta la 3e armée de Patton et les autres forces alliées traversant la France après le débarquement, consommait des millions de gallons d'essence par semaine. Ajouter une chaîne d'approvisionnement parallèle en diesel aurait nécessité des stockages séparés, des camions de livraison séparés, une gestion de dépôts séparée et le risque constant que le mauvais carburant soit livré à la mauvaise unité au mauvais moment. Sur un théâtre où des divisions blindées entières pouvaient être immobilisées par une pénurie de carburant, la décision de standardiser sur l'essence n'était pas stupide. Elle était rationnelle. Mais la conséquence fut que les Sherman Diesel, ceux équipés du GM 6046 fiable, coupleux, économiques et plus difficiles à enflammer, furent donnés. Envoyés aux Soviétiques qui les placèrent dans leur meilleure formation, envoyés aux Britanniques qui reçurent plus de 5000 M4A2 et les désignèrent Sherman III, les déployant en Afrique du Nord, en Italie, en Normandie, dans la longue campagne à travers les Pays-Bas et jusqu'en Allemagne. Envoyés aux Marines, qui n'avaient pas spécifiquement demandé des chars diesel, mais étaient reconnaissants pour la compatibilité de carburant avec leur péniche de débarquement. Envoyés aux Français libres, qui les utilisèrent pour libérer Paris et traverser l'Alsace. Envoyés aux Polonais, qui combattirent avec eux en Normandie et à travers les Pays-Bas. L'armée garda les chars à essence et donna les diesels à tous les autres. Et tous les autres combattirent avec eux d'El Alamein à Berlin, en passant par Okinawa. Les Soviétiques apprécièrent assez le M4A2 pour rejeter le M4A4 quand il leur fut offert. Ils testèrent le moteur multibanque Chrysler A57 qui équipait le M4A4 et le déclarèrent trop compliqué à entretenir sur le terrain. Ils voulèrent le GM 6046 et rien d'autre. Les Britanniques, qui reçurent plus de M4A2 Sherman que tout autre partenaire de pré-bail, les utilisèrent en Afrique du Nord, en Italie, en Normandie et à travers l'Europe du Nord-Ouest. Le Sherman Diesel combattit sur tous les fronts de la guerre, sauf celui où l'armée américaine combattait, parce que l'armée américaine avait décidé qu'elle n'en voulait pas. 49 234 chars Sherman furent construits pendant la guerre, ce qui en fait le 2e char le plus produit de l'histoire derrière seulement le T-34 soviétique. Ils furent fabriqués par 11 entreprises différentes, allant de constructeurs de locomotives à des emboutisseurs de carrosseries automobiles dans des usines dispersées à travers le cœur industriel de l'Amérique. Et ils furent propulsés par 4 moteurs différents de 3 fabricants différents. Chaque moteur était un produit de la désespoir, de l'ingéniosité et de la volonté de l'industrie américaine de résoudre des problèmes qui auraient dû être résolus 20 ans plus tôt, mais qui ne l'avaient pas été parce que personne n'avait voulu payer pour la solution. Le R975 était un moteur d'avion dans un char. L'A57 était 5 moteurs de voiture en cercle,
Le Ford GAA était un V12 d'avion amputé de 4 cylindres, et le GM 6046 était 2 moteurs d'autobus boulonnés côte à côte. Aucun d'eux n'était un moteur de char conçu à cet effet. Chacun d'eux était un bricolage, une improvisation, une solution du genre « qu'avons-nous qui pourrait marcher ?» assemblés par des ingénieurs qui n'avaient pas le luxe du temps ni l'option de l'échec. Les Allemands, en revanche, avaient des moteurs de char conçus à cet effet. Le Maybach HL 230, qui propulsait le Panther et le Tigre, avait été conçu dès le départ comme une centrale électrique pour char. Il était magnifiquement conçu, techniquement sophistiqué et produit en nombre qui n'était qu'une fraction de ce que les usines américaines produisaient. L'Allemagne construisit environ 6000 Panthers pendant toute la guerre. L'Amérique construisit 49 000 Sherman. Le Maybach était un meilleur moteur. Le GM 6046 et ses frères étaient donc plus nombreux. Et dans une guerre d'usure, de production industrielle, de logistique mesurée en millions de tonnes et en milliers de kilomètres, le plus nombreux est ce qui gagna. Les chiffres de production en temps de guerre pour le seul C-71 racontent l'histoire de l'échelle industrielle américaine. En 1941, GM construisit 9671 moteurs. En 1944, la production annuelle avait atteint 62 000 unités. Plus de 100 000 moteurs diesel GM furent construits pendant la guerre, en comptant à la fois la production militaire et celle de gré marine. 22 000 d'entre eux allèrent dans les Sherman M4A2 sous forme d'unités jumelées 6046. 11 000 allèrent dans les chasseurs de chars M10. 57 000 moteurs 6-1 individuels allèrent dans des péniches de débarquement. 4 000 allèrent dans des chars. Valentine construits au Canada et envoyés en Union soviétique. Le moteur qui avait été conçu pour des autobus urbains termina la guerre ayant propulsé une fraction significative de chaque véhicule allié qui flotta, roula ou rampa vers la bataille. Charles Kettering mourut en 1958. Il détenait plus de 186 brevets. Il avait transformé l'automobile américaine, aidé à créer le moteur diesel moderne et mis en mouvement la chaîne industrielle qui plaça 2 de ses moteurs d'autobus à l'intérieur d'un char qui combattit sur 3 continents. Il ne conçut jamais de moteur de char. Personne ne le lui demanda. Il conçut un diesel à 2 temps pour des autobus, des camions et des bateaux. Et quand le monde prit feu, ses ingénieurs le doublèrent et le glissèrent dans un Sherman. Et cela fonctionna. Le GM 6046 n'est dans aucun temple de la renommée. Il n'y a aucun monument à sa mémoire. Il n'est pas célébré comme l'est le moteur Merlin, ou comme l'est le fait 2 diesel du T34, ou même comme le Ford GAA est rappelé par les passionnés qui admirent sa cylindrée brute et sa puissance. Le 6046 était le cheval de labour que personne ne choisit en premier. C'était le moteur que l'armée rejeta et que le monde adopta. C'étaient 2 exemplaires de quelque chose qui existait déjà, joints non par l'inspiration, mais par la nécessité, et envoyés à la guerre entre les mains de Marines, de Soviétiques, de Français et de Britanniques, qui se souciaient non pas de son apparence ou de sa conception, mais seulement qu'il démarre chaque matin, tourne toute la journée et ne prenne pas feu quand on lui tirait dessus. Cela suffisait. Dans une guerre décidée par les usines, c'était plus que suffisant.